Et imaginez des centaines d'hommes tentant de traverser une rivière immense, glacée, tandis que le ciel s'embrase de feux antiaériens, que les collines tremblent sous l'artillerie et que chaque rive se transforme en abattoir. Certains soldats allemands, désespérés, se jettent dans l'eau en retraite, s'accrochant à des planches, des cadavres ou nageant simplement jusqu'à ce que leur corps cède à l'épuisement ou aux balles. D'autres, pris au piège dans des tranchées effondrées, tirent jusqu'à leur dernière cartouche. De l'autre côté, des milliers de Soviétiques traversent sous une pluie d'obus, traînant des embarcations de fortune, franchissant des champs de mines, sachant que l'ordre de Staline est clair. Pas un pas en arrière. Le prix fut dévastateur. Plus de 300 000 soldats allemands périrent. Les pertes soviétiques, bien que stratégiquement victorieuses, atteignirent des chiffres encore plus terrifiants. Les villages furent rasés, les rivières teintées de rouge et les champs transformés en cimetières improvisés. La bataille du Dniepr fut le début de la fin pour la Wehrmacht sur le front de l'Est. Mais elle fut aussi un témoignage brutal de ce que représente une guerre totale lorsqu'elle est menée sans la moindre retenue. Voici son histoire. Koursk, le prélude féroce à la bataille du Dniepr. Le 5 juillet 1943, l'aube commença par un fracas qui ébranla la terre. Dans la région de Koursk, une plaine de blé au sud-ouest de Moscou, éclata la plus grande bataille de chars de l'histoire. Plus de 2 millions de soldats, 6 000 chars et 4 000 avions s'affrontèrent dans un choc titanesque qui marqua le point de non-retour pour le Troisième Reich sur le front de l'Est. L'opération allemande, appelée Citadelle, fut conçue par Hitler comme le coup de maître destiné à restaurer l'initiative perdue après le désastre de Stalingrad. Le saillant de Koursk, une avancée du front en forme de coin de plus de 150 km de profondeur, semblait une cible parfaite pour une manœuvre d'encerclement. L'idée était que le groupe d'armées centre, sous le commandement de Walter Model, attaque par le nord, tandis que le groupe d'armées sud, dirigé par Hermann Hoth, avance par le sud. L'objectif était de refermer la tenaille sur le saillant et de détruire les forces soviétiques enfermées à l'intérieur. Mais le plan comportait un défaut fatal, il avait déjà été anticipé. Pendant des semaines, les Soviétiques furent informés de l'attaque grâce à un réseau de renseignements efficace et à des signaux interceptés. Staline, au lieu d'attaquer en premier comme le suggéraient certains généraux, opta pour une tactique défensive inédite. Il laissa l'ennemi frapper pour contre-attaquer ensuite, une décision qui allait marquer l'orientation future de la guerre. La préparation soviétique fut extraordinaire. 8 lignes de défense profondes furent construites, 5000 kilomètres de tranchées creusées, plus d'1 demi-million de mines posées et des batteries anti-chars camouflées entre les collines et les champs. Les ingénieurs de l'armée rouge créèrent des pièges à chars, des couloirs de tir croisés, des champs d'artillerie dissimulés. Koursk devint une forteresse terrestre. L'attaque débuta par un bombardement d'artillerie allemand, suivi par une avancée massive des divisions blindées. Durant les premiers jours, les Allemands parvinrent à avancer de 8 à 12 km, mais à un coût extrêmement élevé. Le sud fut le secteur le plus agressif. Le 2e corps SS Panzer, comprenant des divisions telles que la Leibstandart, la Das Reich et la Totenkopf, affronta les forces d'élite soviétiques près de Prokhorovka le 12 juillet. Là, sur une plaine ouverte brûlée par le soleil, se déroula une bataille digne d'un cauchemar. Plus de 1500 chars s'affrontèrent à courte distance, dans un combat quasi corps à corps. La poussière soulevée par les moteurs, la fumée des impacts et les incendies rendaient la visibilité presque nulle. Les T-34 soviétiques, grâce à leur maniabilité et à leur production massive, se révélèrent aussi mortels qu'efficaces. En revanche, les Panther et Tiger allemands, bien que mieux blindés et armés, étaient en infériorité numérique et sujets à des pannes mécaniques. La bataille fut chaotique. Des chars en flammes partout, des équipages sautant à travers les incendies, des artilleurs tirant à bout portant. En quelques heures, l'offensive allemande s'enlisa. Le plan d'encerclement s'effondra face à la résistance féroce, aux champs de mines et à la supériorité numérique de l'armée rouge. Mais la bataille de Koursk ne fut pas uniquement terrestre. Dans les airs aussi, une guerre décisive faisait rage. La Luftwaffe, bien qu'encore redoutable, ne dominait plus le ciel. Les chasseurs soviétiques Yakovlev et Lavochkin, ainsi que les bombardiers Il-2 Shturmovik,
commencèrent à égaler voire surpasser les Messerschmitt. L'aviation allemande, usée par des années de guerre, ne pouvait plus garantir une couverture ni un soutien aérien continu à ses forces terrestres. Et alors que les lignes allemandes s'épuisaient à Koursk, une autre menace surgit à l'ouest. Le 10 juillet, les forces alliées débarquaient en Sicile. Face à ce nouveau front, Hitler ordonna des transferts de troupes, d'avions et de ressources, affaiblissant encore davantage l'opération à l'est. Le 13 juillet, Hitler reconnut l'inévitable et ordonna l'annulation de l'offensive. Citadelle avait échoué. Les pertes furent catastrophiques. Plus de 50 000 hommes et 300 chars irrécupérables pour l'Allemagne. La Wehrmacht ne disposait plus de réserves stratégiques capables de renverser le cours de la guerre. En revanche, Staline profita de la retraite allemande pour lancer sa contre-offensive. Elle débuta avec l'opération Kutuzov, une attaque contre le saillant d'Orel qui repoussa les forces de Model vers l'ouest. Peu après, l'opération Roumiantsev attaqua depuis le sud, libérant Belgorod et Kharkov dans une avancée irrésistible. Pour la première fois, l'offensive soviétique était soutenue, planifiée et efficace. L'armée rouge avait appris, s'était modernisée et ne combattait plus avec désespoir, mais avec supériorité. Koursk marqua plus qu'une défaite tactique. Ce fut le tournant décisif. La Wehrmacht avait perdu l'initiative stratégique sur le front de l'Est. Jamais plus elle ne pourrait lancer une grande offensive. À partir de là, la guerre pour l'Allemagne serait une retraite constante, une lutte pour défendre l'indéfendable, une succession de lignes brisées et de villes perdues. Pour les Soviétiques, Koursk fut la victoire dont ils avaient besoin pour consolider leur nouvelle puissance. C'était la preuve qu'ils pouvaient vaincre les Allemands même en terrain ouvert, même contre leurs meilleures divisions, même dans leur propre jeu de guerre mécanisé. Ce fut un triomphe de l'acier et de la planification sur la surprise et l'audace, et ils ne s'arrêteraient pas. Le prochain objectif était aussi monumental que symbolique, le fleuve Dniepr. Un mur naturel censé stopper l'avance soviétique. Une ligne de défense qu'Hitler avait promis qu'on ne franchirait jamais. Un théâtre où se jouerait le destin de l'Ukraine, et peut-être celui de toute la guerre à l'Est. L'offensive Dniepr-Karpats, le plan pour briser le cœur du Reich. Après la victoire historique de Koursk, le haut commandement soviétique ne perdit pas de temps. C'était le moment de lancer une offensive décisive, une opération qui allait changer à jamais l'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est. L'initiative était enfin entre les mains soviétiques, et Staline exigeait des résultats immédiats. Les soviétiques devaient libérer l'Ukraine, expulser les Allemands du Dniepr et porter la guerre aux portes du Reich. Ainsi naquit l'une des plus grandes offensives de la Seconde Guerre mondiale, l'offensive Dniepr-Karpats. Un plan militaire colossal et sans précédent qui mobilisa plus de 2,6 millions de soldats soviétiques, 51 000 pièces d'artillerie, 2400 chars et 2850 avions. Il s'agissait d'une chaîne d'opérations militaires coordonnées sur près de 1400 km de front, de Smolensk à la mer d'Azov, conçue non seulement pour franchir le fleuve Dniepr, mais aussi pour détruire le groupe d'armées sud-allemand, libérer Kiev et avancer vers les Balkans. L'objectif immédiat était immense puisqu'il impliquait de forcer le franchissement du Dniepr, un fleuve de plus de 500 mètres de large, avec des rives élevées fortifiées par l'ennemi et d'établir de multiples têtes de pont permettant l'entrée massive de troupes, de chars et d'artillerie. Les stratèges soviétiques savaient que ce ne serait pas simple. Contrairement aux campagnes précédentes où l'on cherchait à encercler l'ennemi, cette opération nécessitait une poussée frontale à grande échelle, sous feu constant et avec le facteur temps comme ennemi. Depuis Moscou, le haut commandement soviétique divisa le front en plusieurs secteurs. Au nord, le premier front biélorusse avancerait vers Gomel. Au centre, les premiers, deuxième et quatrième fronts ukrainiens concentreraient leurs forces sur l'Ukraine occupée, tandis que le troisième front ukrainien se déploierait vers le sud en direction de Kryvyi-Rog, Nikopol et plus tard la Roumanie. Cette gigantesque machine de guerre, coordonnée par des commandants comme Vatutin, Koniev, Malinovski et Tolbukhin, devait fonctionner comme un engrenage précis. Les Soviétiques savaient que le plus grand défi serait le franchissement du fleuve. Pour cela, ils commencèrent à accumuler massivement des embarcations, pontons, radeaux gonflables, matériaux de construction et même des camions adaptés pour flotter. Dans certaines zones,
Des unités entières furent entraînées à construire des ponts sous le feu. Les usines de l'Oural produisirent des milliers de barges de débarquement improvisées. Les troupes reçurent des instructions claires. Le franchissement devait se faire, peu importe les pertes. Pendant ce temps, Hitler n'était pas aveugle au danger. Après Koursk, il comprenait que l'étape suivante de Staline serait le Dniepr. En réponse, il ordonna à la Wehrmacht de consolider une ligne défensive solide sur la rive occidentale du fleuve. Ainsi naquit la ligne Panther-Wotan, une chaîne de fortifications, tranchées, bunkers et positions antichars qui devait arrêter coûte que coûte l'avancée soviétique. Mais cette ligne, en grande partie, n'existait que sur les cartes. À la hâte, des ingénieurs allemands et des unités de l'organisation Todt commencèrent les travaux, mais le temps manquait et les ressources étaient limitées. De nombreuses positions étaient inachevées lorsque les assauts soviétiques commencèrent. De plus, le moral des troupes allemandes était au plus bas. Depuis Stalingrad, un sentiment de défaite s'était installé dans les rangs inférieurs et les remplaçants manquaient d'expérience. La géographie représentait aussi un défi. Le Dniepr n'était pas un obstacle uniforme. De sa source en Russie jusqu'à son embouchure dans la mer Noire, il variait en largeur, profondeur et vitesse. En Ukraine, il traversait des villes clés comme Dnipropetrovsk, Zaporijia et Kremenchuk. Là, les rives étaient hautes, escarpées, ce qui donnait un avantage tactique aux défenseurs allemands. Les forces soviétiques, quant à elles, devaient traverser dans des conditions précaires, sans couverture, souvent de nuit, sur des embarcations improvisées. L'offensive commença le 26 août 1943. Tout au long du front, les divisions soviétiques lancèrent leurs offensives, forçant les Allemands à se replier méthodiquement du saillant de Koursk jusqu'au fleuve. La tactique soviétique était claire, maintenir une pression constante, attaquer en vague et ne pas permettre à la Wehrmacht de se réorganiser. L'avance fut accompagnée d'une campagne de désinformation. Faux signaux radio, sabotage derrière les lignes et bombardements ciblés détournaient l'attention allemande. En même temps, les partisans soviétiques, plus de 100 000 guérilleros organisés, interrompaient les chemins de fer, attaquaient les convois et compliquaient l'envoi de renforts vers le Dniepr. L'arrière allemand commençait à s'effondrer de l'intérieur. L'une des premières villes clés fut Poltava, important nœud ferroviaire et centre logistique allemand. Sa prise, fin septembre, permit aux Soviétiques de contrôler une partie de la ligne du Dniepr moyen et de préparer le saut vers l'ouest. Mais ce ne serait pas facile. Chaque kilomètre gagné se payait dans le sang. La stratégie soviétique était impitoyable. Staline exigeait de la rapidité et ses généraux savaient qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter. Le franchissement du Dniepr se ferait avec ce que l'on avait sous la main. Des milliers de soldats se jetèrent à l'eau dans des barques, des radeaux, des portes flottantes, voire des pneus. Beaucoup moururent avant d'atteindre l'autre rive, mais certains y parvinrent. Et une fois une petite tête de pont établie, les vagues suivantes poursuivaient l'attaque. C'était une guerre d'usure à une échelle inimaginable. Chaque jour qui passait, de nouveaux secteurs du fleuve tombaient aux mains des Soviétiques. Les fortifications allemandes, incomplètes ou mal ravitaillées, étaient dépassées par la force brute. Malgré les pertes terribles, les Soviétiques continuaient d'avancer. Il n'y avait pas de retour en arrière. Pour la Wehrmacht, c'était le début de l'effondrement. Les ordres de tenir bon étaient accompagnés de menaces. Les généraux savaient que battre en retraite sans autorisation signifiait l'exécution immédiate. Cependant, la pression était telle que même les unités les plus expérimentées commençaient à fléchir. L'offensive Dniepr-Karpatès n'était pas seulement une opération militaire, c'était un tremblement de terre qui déchirait le front de l'Est. Les villes brûlaient, les ponts sautaient et le fleuve devenait un immense champ de bataille liquide. Le pire restait à venir. Avec de multiples têtes de ponts établies, l'armée rouge allait entamer l'étape suivante. Faire traverser le fleuve non seulement l'infanterie, mais aussi l'artillerie lourde, les blindés, les ingénieurs, les ravitaillements et les véhicules logistiques. Tout cela sous le feu ennemi, tout en marche vers Kiev. La grande bataille pour le cœur de l'Ukraine avait commencé. La ligne Panther-Wotan, le dernier mur de Hitler. Alors que l'armée rouge gagnait du terrain avec une férocité croissante, la Wehrmacht reculait vers le Dniepr, traînant avec elle les restes de divisions décimées, de matériel abandonné et de soldats moralement brisés après la défaite de Koursk.
Le seul espoir d'arrêter la marée rouge reposait sur une ligne défensive encore incomplète, un dernier bastion dont l'existence relevait davantage des cartes de l'état-major que de la réalité du terrain. Ce dernier mur stratégique portait le nom de ligne Panther-Wotan. Le 11 août 1943, Hitler ordonna sa construction. Son tracé s'étendait du golfe de Finlande à la mer Noire, suivant le cours du Dniepr comme barrière naturelle. La logique était simple: tirer parti des défenses offertes par le fleuve et établir une ligne fortifiée sur sa rive occidentale, depuis laquelle contenir les Soviétiques. Mais le temps jouait contre eux. Les Soviétiques avançaient rapidement, et le terrain qui devait être préparé pour la défense était encore occupé par la Wehrmacht elle-même. La responsabilité fut confiée aux ingénieurs de l'organisation TOT, le corps de construction militaire nazi. Des positions défensives furent tracées, des tranchées en profondeur, des champs de mines, des zones d'embuscade anti-chars, des casemates et des réseaux de fils barbelés. Mais l'exécution était chaotique. Dans de nombreuses zones, il n'existait même pas de plan défini. Les unités censées occuper la ligne arrivaient désorganisées, avec peu de ressources, et devaient fortifier dans des conditions précaires. Néanmoins, le problème était structurel. La Wehrmacht n'était plus celle de 1941. Les divisions étaient bien en dessous de leur force nominale. Le manque de remplaçants efficaces, la pénurie de munitions, la perte de l'aviation d'appui et l'épuisement physique et psychologique des troupes anéantissaient toute possibilité de défense solide. À cela s'ajoutait la fragmentation du commandement. Le groupe d'armées sud, commandé par le maréchal von Manstein, se heurtait constamment à Hitler, qui, depuis son quartier général de Rastenburg, insistait pour maintenir des positions intenables. Hitler voyait la ligne Panther-Wotan comme une forteresse imprenable, une sorte de mur de Berlin avec 20 ans d'avance, qui devait être défendu coûte que coûte. Il ordonna qu'aucun centimètre de terrain ne soit cédé sans son approbation directe. Cela condamna de nombreuses divisions à la destruction totale, prises entre l'ordre de ne pas reculer et l'impossibilité de tenir les positions sans moyens. Contrairement à la ligne Maginot française, un réseau défensif construit avec des années de planification, la Panther-Wotan était improvisée, réactive, sans temps ni profondeur. Dans de nombreux secteurs, la ligne se résumait à des fossés, quelques nids de mitrailleuses et des unités épuisées creusant avec des baïonnettes au lieu de pelles. Les ingénieurs parvenaient à peine à fortifier une position avant de devoir l'abandonner face à l'avancée soviétique. Dans des secteurs clés comme Zaporijia, Nikopol et Dnipro, la ligne comportait des positions plus robustes, utilisant des usines abandonnées, des collines et des éléments urbains. Mais même là, la qualité du déploiement était irrégulière. La Luftwaffe, autrefois maîtresse du ciel, ne pouvait plus fournir que peu de reconnaissance aérienne et l'artillerie était mal répartie. Les affluents du Dniepr, comme la Desna et le Pripyat, offraient un certain soutien naturel, mais ils étaient facilement franchissables face au volume de troupes que l'Union soviétique engageait. Le système de transport allemand commençait lui aussi à s'effondrer. Les trains étaient sabotés par les partisans, les dépôts de carburant bombardés par l'aviation soviétique, et de nombreuses unités arrivaient au front sans leur artillerie ou sans rations suffisantes. Dans les rapports envoyés à Berlin, les commandants de terrain alertaient sur des fronts en papier, des positions existant seulement dans les rapports de situation mais totalement vides sur le terrain. L'une des situations les plus dramatiques se produisit dans le secteur de Kremenchuk. Là, les divisions allemandes attendaient renforts et matériel pour fortifier leurs lignes, mais elles furent surprises par des attaques soviétiques avant même d'avoir achevé une ligne défensive basique. Le résultat fut un effondrement immédiat. La Wehrmacht se replia par le pont ferroviaire avant de le faire sauter, abandonnant du matériel et des soldats piégés. Au niveau politique, la ligne devint aussi un symbole. Goebbels commença à en parler dans ses discours comme le nouveau mur qui arrêterait le bolchevisme, tandis que les bulletins de propagande évoquaient des positions inexpugnables. La réalité sur le front était tout autre. Les soldats qui arrivaient dans leur forteresse trouvaient des champs ouverts, sans couverture, où des officiers désespérés improvisaient des positions défensives avec des ruines et des arbres abattus. Les troupes de remplacement arrivaient sans formation.
Jeunes recrues du Volkssturm, bataillon disciplinaire formé de soldats accusés d'indiscipline et même des éléments des SS Totenkopf et Das Reich, redéployés après le carnage de Kursk, étaient envoyés sans cohésion, sans radio et avec des rations insuffisantes. Le moral était au plus bas. Le mot d'ordre « tenir jusqu'à la mort » était interprété comme une condamnation, non comme un acte d'héroïsme. Le haut commandement allemand tenta de contenir la situation en désignant certains points stratégiques comme Festungen ou forteresses, des villes à défendre à tout prix. Parmi elles figuraient Dnipro, Zaporijia et Kiev. Ces villes furent renforcées avec de l'artillerie lourde et des unités blindées, mais pas à la hauteur de l'ampleur de l'attaque soviétique. À mesure que les troupes de l'armée rouge atteignaient la rive orientale du Dniepr et commençaient à établir des têtes de pont, la ligne Panther-Wotan fut franchie en de nombreux endroits. Sa principale faiblesse résidait dans le fait que, au lieu d'une défense en profondeur, il s'agissait d'une ligne unique, continue mais fragile. Lorsqu'un point cédait, il n'y avait pas assez de réserve pour le colmater. Dans les nuits qui suivirent les premiers franchissements soviétiques, de nombreuses unités allemandes, sans ordre clair, commencèrent à se replier de leur propre initiative, abandonnant leur position sans autorisation. Cela provoqua confusion et représailles. Des officiers SS exécutèrent des soldats accusés de lâcheté, tandis que certains commandants furent relevés pour avoir contesté les décisions de Berlin. La ligne Panther-Wotan, conçue comme le dernier mur de défense allemand, devint un piège mortel pour ses propres soldats. C'était une ligne friable, symbolique, plus utile à la propagande qu'à la stratégie. Tandis que Hitler parlait de résistance héroïque, les soldats allemands commençaient à mourir noyés dans le Dniepr ou écrasés par les T-34 qui traversaient le fleuve encore et encore. L'effondrement était imminent. Et de l'autre côté du fleuve, des millions d'hommes soviétiques se préparaient pour l'assaut final. L'assaut du fleuve, traversée sanglante et chute de Poltava. À l'aube du 22 septembre 1943, le ciel au-dessus du Dniepr s'illumina du feu de milliers de canons soviétiques. Sur des centaines de kilomètres, de Smolensk à la mer d'Azov, les troupes de l'armée rouge lancèrent l'assaut le plus ambitieux et le plus brutal conçu jusqu'alors. Traverser le large et traître Dniepr, briser la ligne Panther-Wotan et libérer l'Ukraine. L'objectif immédiat était clair, établir des têtes de pont, consolider des positions et lancer une offensive générale qui briserait la colonne vertébrale du groupe d'armée sud. Le fleuve, de plus d'un demi-kilomètre de large par endroits et au courant traître, représentait un obstacle naturel redoutable. Mais les Soviétiques, décidés à maintenir l'initiative après Kursk, avaient secrètement accumulé des millions d'hommes, pontons, bateaux pneumatiques, radeaux de fortune et même des portes et planches volées dans des maisons abandonnées. Tout ce qui flottait serait utilisé. Staline avait ordonné « Le Dniepr doit être franchi à tout prix ». Les unités de pointe commencèrent la traversée sans attendre le soutien lourd. Dans de nombreux secteurs, on ne prit pas le temps d'installer l'artillerie. La traversée se faisait dans l'obscurité, avec de l'eau jusqu'à la poitrine sous le hurlement des mitrailleuses MG-42 allemandes. Certains soldats utilisèrent leurs sacs comme flotteurs. D'autres lièrent des troncs pour traverser à plusieurs. La plupart comptaient simplement sur leur capacité à nager. Le franchissement fut un bain de sang. Les troupes allemandes, bien retranchées sur les collines de la rive occidentale, ouvrirent le feu avec de l'artillerie, des snipers, des lance-grenades et des mortiers. Les pontons étaient touchés avant même d'atteindre l'autre rive. Des bateaux remplis d'hommes étaient incendiés sur l'eau. Les courants se teintaient de rouge et charriaient les cadavres en aval. Dans les premières 48 heures, les pertes soviétiques furent si élevées que certaines divisions furent réduites à la moitié de leurs effectifs avant même d'atteindre la terre ferme. Pourtant, certaines unités réussirent à établir de petits points d'appui sur la rive ouest. C'étaient des positions précaires, tenues par des compagnies épuisées, sans couverture et au ravitaillement coupé. Mais elles suffisaient. Autour de ces points, les ingénieurs soviétiques commencèrent à creuser des tranchées, poser des câbles téléphoniques et construire des rampes de débarquement improvisées pour les renforts. En parallèle du franchissement du Dniepr, les forces soviétiques lancèrent des attaques vers l'ouest pour s'emparer de points logistiques clés. L'un d'eux était Poltava.
ancienne ville cosaque transformée par les Allemands en garnison vitale pour le contrôle ferroviaire du centre de l'Ukraine. Les Allemands y avaient installé des dépôts de munitions, de carburant, des centres de commandement et des connexions ferroviaires reliant Dnipro et Kharkov. Sa prise était indispensable pour couper le flux logistique ennemi. L'offensive sur Poltava fut menée par le front de la Steppe sous le commandement du général Ivan Koniev. Après avoir libéré Kharkov en août, ses troupes marchèrent vers le sud-ouest dans une avance fulgurante. Les Allemands, épuisés et en retraite, ne purent organiser qu'une défense symbolique. Les divisions Panzer affectées à la zone avaient été détournées vers le Dniepr, et la garnison de Poltava comptait moins de 7000 hommes, pour la plupart des unités de soutien, d'artillerie statique et des officiers administratifs. L'attaque commença le 21 septembre. Pendant 2 jours, les troupes soviétiques encerclèrent la ville, coupèrent les lignes ferroviaires et bombardèrent les routes d'évacuation. La Luftwaffe tenta d'intervenir, mais fut repoussée par la supériorité aérienne croissante des Soviétiques. À l'aube du 23, les troupes entrèrent dans Poltava. Le combat fut bref mais sanglant. On se battit maison par maison. Les soldats allemands, sans espoir de fuite, opposèrent une résistance dans les rues pavées, appuyés par des nids de mitrailleuses installés dans des bâtiments publics. Les combats durèrent moins de 24 heures. Le 24 septembre, Poltava était aux mains des Soviétiques. Le butin fut immense. Dépôts de munitions, locomotives capturées, barils de carburant, équipements radio, cartes opérationnelles et documents classifiés. Mais le plus important fut le contrôle du carrefour ferroviaire qui permit aux Soviétiques de transporter des unités entières vers le front du Dniepr sans dépendre uniquement du réseau routier, encore paralysé par la boue automnale. Avec Poltava sécurisée, les forces soviétiques renforcèrent leur présence dans la région centrale du Dniepr. Plus de 20 têtes de pont furent établies dans différents secteurs. Certaines n'étaient que des poches de résistance tenues par des compagnies d'infanterie sans soutien. D'autres, comme celles de Veliki Boukrin et Liutej, devinrent des points de pénétration massive où les sapeurs construisaient des ponts sous le feu constant de l'artillerie allemande. La riposte allemande fut féroce, mais limitée. Les divisions disponibles étaient épuisées. Les réserves manquaient. Les contre-attaques lancées depuis la ligne Panther-Wotan étaient stoppées par l'artillerie soviétique déjà déployée de l'autre côté du fleuve. Les T-34, transportés sur des radeaux, commencèrent à débarquer sur les têtes de pont les plus consolidées. C'était le début de la fin. Sur le plan politique, la situation provoqua la panique. À Berlin, Hitler parlait de « sacrifice nécessaire » et ordonna que chaque franchissement soviétique soit détruit, quel qu'en soit le prix. Manstein, de son côté, suppliait qu'on lui donne la liberté de replier des unités avant qu'elles ne soient totalement anéanties. Mais les ordres du haut commandement restaient ancrés dans une logique défensive déconnectée de la réalité. À la mi-octobre, l'armée rouge avait déjà transféré des centaines de milliers d'hommes à travers le fleuve. Trains, camions et colonnes d'artillerie lourde commençaient à circuler sur les ponts de campagne. La suprématie soviétique en hommes et en moyens devenait écrasante. Dans de nombreux secteurs, la ligne allemande commença à s'effondrer avant même l'assaut final. La chute de Poltava et l'établissement de multiples têtes de pont marquaient un tournant. Il ne s'agissait plus d'une offensive limitée. C'était une campagne totale pour arracher l'Ukraine à la Wehrmacht et la repousser vers l'ouest. Et à l'horizon, entre les brumes du fleuve et la fumée des incendies, se profilait le prochain grand objectif. Kiev. Mais avant cela, les cieux du Dniepr allaient s'embraser. Le ciel en flammes, l'offensive aérienne et le massacre des parachutistes soviétiques. Alors que l'armée rouge consolidait ses positions le long du Dniepr, le ciel au-dessus de l'Ukraine se transforma en un nouveau front de bataille. L'aviation soviétique et la Luftwaffe s'affrontèrent dans une campagne aérienne qui allait être décisive pour le sort de l'offensive. Les rives du fleuve, déjà ensanglantées par les traversées et les combats terrestres, étaient désormais couvertes par les rugissements des moteurs, les bombardements aériens et le sifflement aigu des chasseurs en piqué. Dans ce contexte brutal, Staline et le Stavka ordonnèrent une opération audacieuse et désespérée. Le largage massif de parachutistes soviétiques derrière les lignes allemandes.
Depuis la fin septembre, les Soviétiques avaient intensifié leur activité aérienne au-dessus du Dniepr. L'armée de l'air de l'armée rouge déploya plus de 2800 avions dans la région, incluant des bombardiers moyens, des chasseurs Yak-9 et la-5, ainsi que les redoutés Il-2 Shturmovik, spécialisés dans l'attaque au sol. Leur objectif était double, soutenir l'avancée terrestre et neutraliser la capacité de réaction de la Luftwaffe. Les ponts de fortune et les têtes de pont soviétiques étaient extrêmement vulnérables. Une seule attaque aérienne pouvait détruire des jours de travail et empêcher le passage de divisions entières. C'est pourquoi la défense anti-aérienne devint une priorité. Des batteries anti-aériennes furent installées sur les collines, des chasseurs soviétiques patrouillaient constamment la zone et des pistes d'atterrissage improvisées furent construites pour soutenir les opérations continues. La Luftwaffe, bien qu'encore létale, faisait face à des limitations croissantes. Après le désastre de Koursk et l'usure sur plusieurs fronts, ces unités opéraient avec des ressources limitées. Les bombardiers Heinkel et Junkers atteignaient à peine leurs objectifs avant d'être interceptés. De nombreux pilotes vétérans étaient morts et les remplaçants manquaient d'un entraînement adéquat. Ils réussirent néanmoins à infliger des dégâts significatifs dans les premiers jours d'octobre. Plusieurs colonnes de transport soviétiques furent attaquées avec précision. Plusieurs ponts improvisés furent détruits. Dans des secteurs comme Zaporijia et Kremenchuk, les vagues aériennes allemandes réussirent à retarder le passage des blindés pendant plusieurs jours. La tension aérienne atteignit son point culminant avec l'opération aéroportée du Dniepr, l'une des actions les plus risquées et tragiques de l'armée rouge. Le Stavka avait ordonné l'infiltration de forces aéroportées soviétiques derrière les lignes allemandes afin de couper les routes d'approvisionnement, prendre des hauteurs clés et faciliter l'avancée depuis les têtes de pont. En théorie, cela devait être un coup de maître, déstabiliser la défense allemande de l'intérieur comme les Allemands l'avaient fait en Crète en 1941. Le 24 septembre 1943, le largage commença. Plus de 4500 parachutistes de la 3e brigade aéroportée de la Garde et des unités associées furent transportés à bord d'avions Lisounov Li-2, copie soviétique du Douglas DC-3, dans une opération nocturne chaotique. Le plan exigeait de la précision mais fut exécuté avec un mélange d'urgence et de désorganisation. Les erreurs commencèrent avant même le décollage. De nombreux pilotes ne disposaient pas de cartes à jour. Les signaux au sol, censés guider les largages, n'étaient même pas installés. Les conditions météorologiques étaient défavorables. Et pour couronner le tout, la défense anti-aérienne allemande fut bien plus intense que prévu. À l'approche de la zone de saut, les avions soviétiques furent touchés par des projectiles venant du sol. Certains prirent feu avant même d'avoir pu larguer leurs hommes. D'autres, perdus dans la nuit, larguèrent les parachutistes dans des secteurs contrôlés par les Allemands. Le résultat fut une catastrophe. Des milliers de soldats atterrirent très loin de leur objectif. Certains tombèrent sur des tranchées allemandes, d'autres sur des forêts ou des marécages. Plusieurs furent abattus en plein vol par le feu ennemi. De nombreux avions revinrent à leur base sans avoir effectué le largage. Le chaos fut total. Il n'y eut ni concentration de force, ni coordination. L'opération offensive supposée devint une série de combats isolés, de petites unités encerclées, combattant sans contact avec leur commandement. Malgré le chaos, les parachutistes soviétiques firent preuve d'un courage extraordinaire. En petits groupes, ils résistèrent pendant des jours dans les forêts, sur les routes rurales et dans des villages abandonnés. Ils harcelèrent les routes d'approvisionnement, tendirent des embuscades aux convois et occupèrent de nombreuses unités allemandes à des tâches de contre-insurrection. Dans certaines zones, ils rejoignirent les partisans locaux et formèrent de petites guérillas qui persistèrent pendant des semaines entières derrière les lignes ennemies. Mais l'opération avait échoué. Plus de 70% des hommes largués furent tués ou capturés. L'impact stratégique fut minime. Ce qui devait être une opération éclair se transforma en symbole tragique du prix à payer pour l'improvisation. Le Stavka ne lança plus jamais d'opération aéroportée de cette ampleur durant le reste de la guerre. La Luftwaffe, de son côté, profita de l'occasion pour frapper sévèrement les zones de saut.
des patrouilles de chasseurs Focke-Wulf et de bombardiers Stuka furent envoyées pour nettoyer l'arrière. Des exécutions massives de parachutistes qui s'étaient rendus furent signalées, notamment dans le secteur de Kanev. Les SS, chargés de la sécurité intérieure, ne faisaient preuve d'aucune clémence. En parallèle, les combats dans les airs ne cessaient pas. Le nombre de missions soviétiques augmentait jour après jour. Pour maintenir le contrôle aérien, l'armée rouge introduisit une nouvelle tactique. Des attaques massives et coordonnées de chasseurs et de bombardiers à basse altitude. Les îles-2, connues sous le nom de « tanks volants », volaient à ras des cimes des arbres, lançant des roquettes et des bombes sur les positions allemandes, les trains, les batteries anti-aériennes et les colonnes en retraite. Dans les zones des têtes de pont, la couverture aérienne soviétique devint presque absolue. Les divisions qui traversaient le Dniepr le faisaient sous l'appui constant de chasseurs et de bombardiers légers. Des couloirs aériens exclusifs furent établis pour le transport et l'évacuation médicale. Les avions larguaient même des ravitaillements directement sur les ingénieurs qui construisaient les ponts sous le feu. C'était un front vertical. À la mi-octobre, la suprématie aérienne soviétique était un fait accompli. La Luftwaffe ne pouvait presque plus opérer efficacement pendant la journée. Les chasseurs allemands étaient dépassés en nombre et leurs pertes ne pouvaient être compensées. Les unités terrestres, isolées et sans couverture aérienne, commençaient à s'effondrer. Le front du Dniepr s'ouvrait lentement sous une pression venue à la fois du ciel et du sol. Les cieux d'Ukraine étaient en flammes. Mais la terre commençait à trembler sous le bruit de quelque chose d'autre. Les blindés soviétiques étaient déjà de l'autre côté du fleuve. Les colonnes s'organisaient. Les routes étaient dégagées. Et le cri qui parcourait les tranchées de l'armée rouge commençait à se répandre comme une vague. En route pour Kiev. Traverser l'enfer, les têtes de pont que les soviétiques ont construites sous le feu allemand. Après les traversées sanglantes initiales du Dniepr, l'armée rouge ne s'arrêta pas. Au contraire, elle intensifia ses efforts pour transformer les petites positions conquises de l'autre côté du fleuve en puissants centres d'opération à partir desquels lancer la phase offensive suivante. Ces têtes de pont, souvent de simples bandes de terrain gagnées dans le sang, allaient être élargies et fortifiées sous un feu constant, dans une course désespérée, pour éviter la contre-offensive allemande. Chaque mètre gagné était défendu avec les ongles, les baïonnettes, les corps et la boue. Les principaux points choisis par le Stavka pour établir ces têtes de pont furent Boukrin, Liutej, Veliki Boukrin, Khortytsia et Dnipro. Dans chacun de ces secteurs, les sapeurs soviétiques travaillaient jour et nuit. Souvent sans autre outil que des pelles, leurs mains ou de la dynamite, ils creusaient des tranchées, perçaient des tunnels, positionnaient des canons et balisaient des routes d'accès. Certains soldats devinrent ingénieurs du jour au lendemain. La consigne était claire. Tout doit être fonctionnel. Tout doit résister. Cependant, le transport des troupes fut une odyssée. Les ponts ferroviaires étant détruits et les embarcations encore limitées, la traversée s'effectuait via des pontons, des barges en bois, des radeaux gonflables, voire des camions amphibies à peine flottants. Certains ingénieurs improvisèrent des ferries avec des portes de grange clouées sur des fûts scellés. La traversée se faisait de nuit, sous les bombardements, dans l'obscurité, avec la crainte constante qu'une fusée éclairante allemande illumine le trajet et déclenche les batteries antiaériennes des collines de l'Ouest. Des milliers de soldats traversèrent sans armement lourd. À peine des fusils, des grenades, des trousses rudimentaires et des baïonnettes. Le reste devait arriver plus tard. Pendant des jours, les compagnies qui parvenaient à passer combattaient sans appui d'artillerie, sans couverture aérienne directe, sans renfort visible. Mais elles tenaient bon. Chaque jour de survie permettait à plus de troupes de traverser. Chaque nuit, davantage de colonnes arrivaient avec du matériel, des explosifs et des radios. Le véritable défi était le transport de ravitaillement. Sans pont solide, les Soviétiques mirent en place des routes flottantes, camouflées entre le brouillard du matin et la fumée des feux de camp. Souvent, les camions devaient avancer dans l'ombre, en file indienne, les phares éteints, sous le hurlement constant de l'artillerie allemande. Chaque traversée était une roulette russe. Un seul impact suffisait à faire exploser toute une colonne.
Les sapeurs travaillaient avec une précision chirurgicale. En quelques heures, ils pouvaient assembler un pont de ponton de 200 mètres, flottant, renforcé avec des planches d'acier et des chaînes. Mais ces ponts ne duraient pas. Chaque jour, ils étaient bombardés. Chaque nuit, ils devaient être réparés. La construction de ponts de fumée, une technique utilisant des générateurs de brouillard pour cacher l'activité à l'ennemi, devint essentielle. Sous ces nuages chimiques, invisibles à l'artillerie allemande, les camions et les chars soviétiques traversaient à l'aveugle, avec à peine quelques mètres de visibilité. Les pertes étaient atroces. De nombreux soldats se noyaient avant d'atteindre l'autre rive. D'autres, piégés sur des pontons touchés par des mortiers, brûlaient vifs parmi les barils d'essence et les caisses de munitions. Certains bateaux étaient emportés par le courant et accostaient sur la mauvaise rive, directement face aux mitrailleuses allemandes. Mais la machine soviétique était infatigable. Si un bataillon se perdait dans la traversée, un autre le remplaçait à l'aube. Si un pont était détruit, il était reconstruit dans la nuit. La consigne était unique: traverser, tenir, avancer. Dans des secteurs comme Liutej, la tête de pont se transforma rapidement en une zone de concentration massive. Là, le front de Voronej du général Vatoutine établit l'un des principaux axes d'avance vers Kiev. Le secteur fut renforcé avec des batteries anti-aériennes, des ateliers de campagne, des hôpitaux improvisés et des routes de ravitaillement souterraines. Des câbles téléphoniques furent même tendus sous l'eau, reliant les troupes de l'autre côté du Dniepr au commandement soviétique à l'est du fleuve. C'était un exploit logistique monumental, mais la Wehrmacht ne restait pas passive. À mesure que les têtes de pont se consolidaient, les Allemands lançaient des attaques concentrées pour les éliminer. Les divisions Panzer, encore capables de combattre, furent déployées dans des contre-offensives sanglantes, attaquant les périmètres soviétiques, tentant de briser les positions avant qu'elles ne soient irréversiblement fortifiées. Dans certains cas, les têtes de pont furent réduites à quelques kilomètres de superficie, encerclées par l'ennemi sur 3 fronts. Le combat était désespéré. À Boukrin, les troupes soviétiques établirent l'une des têtes de pont les plus difficiles à maintenir. Entourée de collines tenues par l'artillerie allemande, elle devint un enfer permanent. Les divisions traversaient sous le feu et étaient accueillies par des bombardements incessants. Malgré cela, c'est depuis ce point que fut initialement planifiée l'avancée vers Kiev. Plus de 30 000 soldats furent envoyés dans cette zone par vagues successives, dans ce qui allait devenir l'une des opérations les plus coûteuses en vies humaines de toute la campagne du Dniepr. Le transport des chars fut un autre exploit. En l'absence de pont ferroviaire, les T-34 étaient partiellement démontés, transportés sur des radeaux, puis réassemblés sur la rive opposée. Parfois, on les lançait directement dans le fleuve avec un équipage minimal, en espérant que leur moteur les propulse suffisamment pour flotter jusqu'à l'autre rive. Beaucoup coulèrent. D'autres atteignirent la rive en crachant de la fumée, leurs canons couverts de boue, mais prêts à avancer. Les hôpitaux de campagne étaient à la limite de la rupture. Les pertes quotidiennes se comptaient par milliers. Des médecins opéraient sans anesthésie dans des tentes de toile détrempées par la pluie. Les transfusions sanguines se faisaient en plein air au milieu des explosions. Les brancardiers traversaient le fleuve encore et encore, sous le feu, ramassant des corps et rapportant des armes, des radios, des munitions. Le fleuve était devenu une artère en sang, un flux constant de vie et de mort. Malgré tout, le moral soviétique restait élevé. La victoire semblait inévitable. Les unités qui traversaient savaient qu'elles marchaient pour une cause plus grande. Libérer l'Ukraine, chasser les envahisseurs, venger Stalingrad. L'écho des discours de Staline, des chansons patriotiques et des lettres de famille se mêlaient au fracas des combats. Les soldats dormaient sur des caisses de munitions, mangeaient du pain détrempé de pluie et rêvaient d'avancer. En quelques semaines, les têtes de pont cessèrent d'être des positions précaires. Elles devinrent des rampes de lancement. Dessus s'empilaient des divisions entières attendant l'ordre final. En leur sein s'accumulaient obus, camions, lance-roquettes, katyusha et des milliers d'hommes armés jusqu'aux dents. C'était le fer de lance soviétique. Le Dniepr avait été franchi et désormais devant eux s'ouvrait la route vers le cœur de l'Ukraine. Kiev, la ville martyre, attendait entre ruines et tranchées. Ce qui approchait n'était pas une marche, mais une marée de feu. Nous avançons vers Kiev.
la reconquête de l'Ukraine et le rugissement tchécoslovaque. Les têtes de ponts soviétiques le long du Dniepr n'étaient plus des points de résistance, mais des catapultes offensives. Depuis la plus solide d'entre elles, celle de Liutej, au nord de Kiev, le front de Voronej du général Nikolaï Vatoutine se préparait à lancer le coup final sur la capitale ukrainienne, encore entre les mains de la Wehrmacht. Les préparatifs étaient massifs. Des dizaines de divisions concentrées, des centaines de chars alignés, de l'artillerie entassée dans toutes les directions, des unités de sapeurs, des démolisseurs, des tireurs d'élite et, plus surprenant encore, une unité étrangère prête à libérer Kiev aux côtés de l'armée rouge, le premier corps d'armée tchécoslovaque. Dès le début du mois d'octobre, la planification pour la prise de Kiev commença à se préciser. Dans un premier temps, Staline avait insisté pour attaquer depuis la tête de pont de Boukrin, au sud de la ville. Mais les conditions y étaient impossibles, en raison du terrain marécageux, de la domination allemande sur les hauteurs et d'une concentration de forces trop exposée. Après plusieurs tentatives échouées et des pertes extrêmement élevées, Vatoutine convainquit le Stavka de réorienter l'axe offensif vers le nord depuis Liutej, où le terrain permettait une progression plus fluide, bien qu'exigeant une manœuvre de flanc plus large. Pendant des semaines, une vaste opération de diversion fut menée pour distraire le haut commandement allemand. Tandis que les vraies troupes d'assaut s'accumulaient à Liutej, les forces soviétiques à Boukrin simulaient une préparation offensive totale avec des colonnes visibles, de la fumée artificielle, de fausses transmissions radio et de faux mouvements de troupes. Le groupe d'armée sud mordit à l'hameçon et renforça le mauvais secteur. Le 1er novembre 1943, l'attaque commença. Une tempête d'artillerie précéda l'avance des divisions soviétiques depuis Liutej, couvrant les forêts, les champs et les routes menant à Kiev. L'offensive fut menée par les 38e et 60e armées soviétiques, soutenues par une vague de chars T-34, de lance-roquettes Katyusha, et parmi eux les soldats du premier corps d'armée tchécoslovaque, commandé par Ludvík Svoboda. Ce corps tchécoslovaque, formé sur le sol soviétique avec des exilés, des prisonniers libérés et des volontaires anti-nazis, avait été durement entraîné dans l'Oural. Sa participation était politique et symbolique. Staline voulait montrer que la guerre de l'Est n'était pas seulement une croisade soviétique, mais une libération des peuples slaves. Les soldats tchécoslovaques arboraient des insignes tricolores, parlaient un mélange de Russes et de Tchèques, et avançaient avec la rage accumulée depuis l'occupation de leur patrie en 1938. L'offensive fut foudroyante. Malgré la boue, la résistance sporadique de certaines divisions allemandes et les champs de mines, les soviétiques avançaient rapidement. L'effet de surprise fut total. Les Allemands attendaient l'attaque depuis le sud, mais voyaient maintenant surgir des colonnes de chars depuis les forêts du nord, encerclant leur position avant qu'ils ne puissent se regrouper. La défense allemande était menée par la 4e division Panzer et les restes du 42e corps d'armée, disposant d'artillerie lourde, de quelques blindés et de forces retranchées dans la ville. Mais ils étaient désorganisés, mal positionnés et surtout sans soutien aérien. La Luftwaffe ne pouvait opérer en conditions d'infériorité totale et la VVS soviétique dominait les cieux avec des chasseurs La-5 et des bombardiers légers harcelant les routes d'approvisionnement et bombardant les points de repli. Pendant 3 jours, les combats se concentrèrent dans les faubourgs de Kiev. Les divisions soviétiques manœuvraient rapidement, prenant route, carrefours ferroviaires et des positions clés comme le pont de Petrivka et la gare de Darnitsa. Les combats urbains commencèrent le 4 novembre. La ville, occupée depuis 1941, était dévastée, avec des quartiers entiers en ruine, des mines dissimulées dans les bâtiments et des pièges explosifs laissés par les sapeurs allemands en retraite. Les soviétiques progressaient maison par maison, avec des tireurs embusqués aux fenêtres, des combats dans les caves et des chars T-34 détruisant des murs entiers pour éviter les embuscades. Le premier corps tchécoslovaque fut déployé dans le secteur nord-est de la ville, combattant dans la zone industrielle et les faubourgs de Troïtchina, où ils menèrent un assaut décisif contre une position fortifiée dans une centrale électrique. Là, après d'intenses combats au corps à corps, les soldats tchécoslovaques prirent le contrôle, hissant leur drapeau parmi les ruines. Pendant ce temps, les Allemands commençaient à évacuer précipitamment. La pression était insupportable. La chaîne de commandement était rompue.
Le feu croisé transformait chaque tentative de réorganisation en un piège mortel. Les rapports parlaient de soldats allemands fuyant par les égouts, abandonnant du matériel lourd, et d'autres se lançant dans le Dniepr sur des embarcations de fortune pour éviter la capture. Certains nageaient sous le feu, tentant d'atteindre la rive orientale encore aux mains allemandes, seulement pour être abattus dans l'eau. Le 6 novembre 1943, après 48 heures de combats urbains ininterrompus, Kiev fut officiellement déclarée libérée. L'armée rouge prit le contrôle total de la capitale ukrainienne. Les pertes soviétiques avaient été énormes, mais la victoire était incontestable. Plus de 50 000 soldats allemands furent tués ou capturés durant l'offensive. Des milliers de pièces d'artillerie et de véhicules furent abandonnés. Les troupes tchécoslovaques, lors de leur première grande action de combat, avaient démontré leur capacité et leur courage, étant célébrés dans la presse soviétique comme des frères de sang dans la lutte contre le fascisme. La libération de Kiev fut un coup brutal porté au prestige de Hitler. À Berlin, la nouvelle fut accueillie par le silence et la fureur. Goebbels annula toutes les célébrations officielles et exigea des représailles. Hitler, isolé dans son quartier général, nia l'effondrement. Il ordonna des contre-offensives impossibles, menaça de remplacements et de fusillades et commença à parler de transformer l'Ukraine en une mer de ruines avant de permettre un nouveau repli. Mais la réalité était que le front de l'Est s'effondrait sous ses yeux. À Moscou, la victoire fut célébrée par des salves d'artillerie et les cloches des églises. La propagande soviétique montra des images de chars avançant sur le pont Paton, de soldats embrassant des civils libérés et de camarades tchécoslovaques chantant des hymnes parmi les décombres de la ville. C'était plus qu'une victoire militaire, c'était le symbole du retour à la terre qui leur avait été arraché. À Kiev, martyr et héroïque, le drapeau rouge flottait de nouveau. Mais les généraux soviétiques savaient que l'avance ne pouvait s'arrêter. L'Ukraine n'était pas encore totalement libérée. La Wehrmacht résistait encore dans les Carpates, à Krivoï Rog, dans la région du Dniepr. La ligne Panther-Wotan avait été brisée, mais le Reich avait encore des griffes. Malgré cela, l'écho d'un cri résonnait dans chaque tranchée, chaque pont franchi, chaque rue libérée. Nous avançons vers l'ouest. La capture et la défense de Kiev, la capitale résistait. Le 6 novembre 1943, le drapeau rouge flottait de nouveau sur les bâtiments à moitié détruits de Kiev. La capitale de l'Ukraine, après plus de 2 ans sous occupation allemande, était libérée lors d'une opération éclair alliant vitesse tactique, ruse stratégique et puissance de feu écrasante. Mais ce qui semblait être un point final pour l'offensive soviétique sur le Dniepr se transforma rapidement en un nouveau départ. Les troupes allemandes, encore actives dans les environs, lancèrent une féroce contre-offensive qui fit de la défense de Kiev une bataille à part entière. Alors que les soldats soviétiques fêtaient avec les rares civils restés dans la ville, le haut commandement allemand préparait sa revanche. Hitler, furieux de la chute d'une ville aussi symbolique, ordonna au maréchal Erich von Manstein de contre-attaquer avec tous les moyens disponibles. L'objectif était de reprendre Kiev avant que l'armée rouge ne puisse consolider sa position et en faire une forteresse urbaine. Le Führer envoya un ordre fulgurant. Kiev doit revenir entre nos mains où il ne restera pas pierre sur pierre. Manstein, réaliste comme toujours, comprenait les difficultés. Ses troupes étaient dispersées, affaiblies par la retraite constante depuis le Dniepr et les ravitaillements faisaient défaut. Il organisa malgré tout un groupe de choc avec la 48e et la 4e division Panzer, soutenues par des unités de grenadiers blindés et l'artillerie restante du groupe d'armée sud. La manœuvre consistait à attaquer depuis l'ouest et le sud, encercler la ville et repousser les soviétiques vers le fleuve. L'offensive commença le 7 novembre, à peine un jour après la libération. Les blindés allemands avancèrent depuis Fastiv et Vassilkiv, contournant les lignes soviétiques encore en cours d'organisation. Les unités soviétiques nouvellement déployées à Kiev, souvent encore sans munitions ni communications stables avec l'arrière, furent prises par surprise. Certaines positions furent rapidement dépassées, et dans certains secteurs au sud-ouest de la ville, les Allemands réussirent brièvement à y pénétrer de nouveau. Les combats s'intensifièrent, les rues redevinrent des champs de bataille,
les chars soviétiques et allemands s'affrontaient parmi les ruines de bâtiments calcinés. Les divisions d'infanterie échangèrent des tirs maison par maison et les snipers postés dans des tours détruites faisaient de chaque mouvement une roulette russe. La population civile, prise au piège au milieu de la tempête, creusait des abris dans les sous-sols, secourait les blessés avec des brouettes et cachait ses enfants sous des tas de gravats. Les Allemands obtinrent quelques gains partiels, mais ne pouvaient les maintenir. Les 60 et 38e armées soviétiques, rapidement renforcées par voie ferrée depuis la rive est du Dniepr, commencèrent à contre-attaquer. L'aviation soviétique reprit le contrôle de l'air, bombardant avec précision les colonnes allemandes en approche. Les routes d'accès furent dynamitées par des partisans et des unités de sabotage. L'avancée allemande devenait lente, coûteuse et sans réel soutien logistique. En parallèle, le premier corps d'armée tchécoslovaque joua un rôle vital dans la défense du nord-est de la ville. Déjà aguerris au combat, les Tchécoslovaques s'étaient retranchés dans les accès industriels, utilisant des machines lourdes, des structures métalliques et des bâtiments en ruine pour créer des zones de défense urbaine impénétrables. Dans le district de Darnitsa, ils repoussèrent au moins 4 attaques consécutives, détruisant une dizaine de véhicules blindés et résistant sous un feu constant pendant 36 heures. La clé pour contenir la contre-offensive fut la supériorité soviétique en artillerie et en réserve. Le Stavka, le haut commandement soviétique, avait prévu la réaction allemande, et tandis que la Luftwaffe pouvait à peine offrir une reconnaissance aérienne, l'armée rouge disposait d'une couverture tactique complète. Lance-roquettes Katyusha, canons de 152 mm, obusiers tractés et des centaines de pièces disposées autour de Kiev. Chaque tentative d'assaut était accueillie par un bombardement massif qui brisait les lignes ennemies avant qu'elles ne puissent se consolider. La boue de novembre, provoquée par des pluies persistantes, joua également en faveur des défenseurs. Les blindés allemands restaient coincés dans les chemins ruraux et devenaient des cibles faciles pour l'aviation soviétique. Beaucoup de chars s'enlisaient dans des fossés creusés volontairement par les sapeurs, tandis que des mines et des embuscades dans les forêts voisines réduisaient encore la capacité offensive allemande. Le 15 novembre, Manstein comprit que l'objectif était hors de portée. Kiev était fermement entre les mains soviétiques. La retraite allemande fut chaotique. Sous un feu constant, avec des colonnes fragmentées et sans couverture aérienne, les troupes se replièrent vers Jitomir, laissant derrière elles des centaines de véhicules détruits, des positions abandonnées et des milliers de cadavres. Certaines unités tentèrent de détruire les infrastructures avant de partir, mais beaucoup furent interceptés ou vaincus en chemin. La défense de Kiev devint ainsi un symbole de la capacité de l'armée rouge non seulement à attaquer, mais aussi à conserver ses conquêtes. Ce qui avait commencé comme une opération éclair finit par se consolider comme un tournant décisif dans la campagne ukrainienne. Le contrôle de Kiev permit à l'armée rouge de sécuriser un nœud ferroviaire vital, de réorganiser ses fronts et de préparer de nouvelles offensives vers l'ouest, en direction de Jitomir, Vinnytsia et au-delà. La ville, cependant, était dévastée. Plus de 60% des constructions avaient été détruites. Les universités, usines, ponts et gares étaient réduits en ruines. Des dizaines de milliers de civils étaient morts depuis l'occupation de 1941. La libération n'était pas une fête complète, mais un souffle tragique, après des années de terreur, de faim et de répression. Les soldats soviétiques, en marchant à travers les ruines, découvraient les symboles du passé immédiat, des murs couverts de slogans nazis, des fosses communes de prisonniers politiques, des cellules improvisées sous des cinémas et des écoles. La ville portait de profondes cicatrices, mais aussi une volonté de reconstruction. Les premières brigades civiles commencèrent à dégager les décombres dès que les combats cessèrent. Les rues principales furent dégagées. Le métro recommença à fonctionner quelques semaines plus tard, comme symbole du retour à la vie. La capture et la défense de Kiev scellèrent l'échec de la ligne Panther-Wotan. L'Allemagne avait perdu le contrôle effectif du centre de l'Ukraine. Dès lors, la retraite allemande serait constante et l'avancée soviétique irrésistible. La bataille du Dniepr n'était pas encore officiellement terminée, mais le message était clair. La Wehrmacht ne dictait plus le rythme de la guerre.
Et tandis que les dernières colonnes allemandes s'éloignaient dans la fumée et la défaite, au cœur de Kiev résonnait un nouveau cri. « Nous sommes revenus et nous ne partirons plus jamais ». Le prix du Dniepr, le début de la fin de la guerre. Lorsque les échos du dernier coup de canon s'éteignirent sur les rives du Dniepr, ce qui restait debout n'était guère que le reflet de ce qu'avait été autrefois un front d'acier allemand. Parmi les décombres de Kiev, les champs ravagés de Tcherkassy, les marais criblés de cratères à Kremenchuk et les villages réduits en cendres entre Poltava et Dnipro, se dessinait la carte finale de l'une des campagnes les plus brutales, complexes et sanglantes de toute la Seconde Guerre mondiale. La bataille du Dniepr, une offensive composée de multiples opérations et contre-offensives, avec plus de 4 millions de soldats impliqués, devint la deuxième plus grande campagne du conflit, seulement dépassée en ampleur par la bataille de Stalingrad. Mais à bien des égards, le Dniepr fut encore plus colossal. Le nombre de fronts simultanés, l'ampleur géographique, la quantité de troupes mobilisées et la dimension de l'effort logistique engagé étaient sans précédent. Entre août et décembre 1943, l'armée rouge traversa l'un des fleuves les plus larges et stratégiques d'Europe sous un feu ennemi constant. Elle ne le fit pas une fois, mais en plus de 20 points simultanés, construisant des ponts flottants, jetant des divisions entières sur des barges de fortune et avançant mètre par mètre parmi les mines, les mortiers et les snipers. Pour de nombreux historiens soviétiques, ce fut l'opération la plus symbolique depuis la défense de Moscou. Pour les généraux allemands, ce fut le début de la fin. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On estime que la Wehrmacht perdit entre 300 000 et 350 000 hommes, incluant les morts, blessés, prisonniers et disparus. De nombreuses divisions furent littéralement pulvérisées. Certaines unités furent absorbées par d'autres. D'autres se dissolurent dans le chaos de la retraite sans même laisser de traces. Pour l'Allemagne, chacun de ces hommes était irremplaçable. À mesure que le Reich s'épuisait, il ne pouvait plus remplacer ses troupes avec la même facilité. Les remplaçants arrivaient en retard, mal entraînés et mal équipés. Les pertes soviétiques furent encore plus lourdes, près d'1 million de pertes entre morts, blessés et disparus. L'armée rouge paya chaque avancée dans le sang. Certaines divisions traversèrent le fleuve avec 10 000 hommes et terminèrent l'opération avec moins de 2 000. Le sacrifice fut abyssal, mais, à la différence de l'ennemi, l'Union soviétique disposait d'une profondeur démographique, d'un appareil industriel en activité et d'un système de mobilisation totale rigide. Le sacrifice ne fut pas vain. La ligne Panther-Wotan, conçue par Hitler comme un mur infranchissable, fut traversée, démolie et transformée en une série de positions fantômes. Son échec fut symbolique et stratégique. Il démontra que la Wehrmacht n'avait plus la capacité de contenir une offensive de grande envergure. La perte de Kiev, Poltava, Zaporijia, Dnipro et de dizaines de villes intermédiaires signifia le collapse de l'axe logistique allemand en Ukraine. Les trains cessèrent d'arriver, les dépôts furent perdus, les routes devinrent des cibles constantes. Le groupe d'armée sud entama une retraite qui ne s'arrêterait plus jusqu'en Roumanie. Sur le plan opérationnel, la bataille du Dniepr consolida la domination de l'armée rouge sur le centre et le nord de l'Ukraine. La voie fut ouverte vers les Carpates, vers l'ouest de l'Ukraine, vers la Moldavie et même vers les Balkans. Le front allemand devint plus long, plus fragmenté, plus intenable. Les réserves stratégiques du Reich durent se diviser entre la défense de l'Est et la résistance face aux Alliés en Italie, tandis que l'ombre d'une future invasion en France planait sur le haut commandement allemand. Mais au-delà des cartes, des noms et des dates, le Dniepr fut une guerre de volonté. L'offensive démontra que l'armée rouge n'était plus l'armée improvisée de 1941. Elle était désormais une force mécanisée, aguerrie, disciplinée, capable d'exécuter des manœuvres combinées, de soutenir des opérations simultanées sur plusieurs secteurs et de surmonter des pertes catastrophiques sans ralentir son élan offensif. Les soldats qui traversèrent le Dniepr savaient que leur mission n'était pas seulement militaire, elle était morale, historique, politique. La propagande soviétique parlait de la reconquête de la patrie, de la purge de l'envahisseur, de la libération des peuples slaves. Pour beaucoup, Kiev n'était pas seulement une capitale, c'était une plaie ouverte.
La bataille ne se livrait pas seulement avec des balles, mais avec la mémoire. En contraste, la Wehrmacht entrait dans une phase terminale d'épuisement. Ses soldats combattaient dans des conditions de plus en plus précaires, sous des ordres contradictoires, sabotés par des décisions stratégiques irrationnelles et sans la capacité réelle de reprendre l'initiative. Le mythe de l'efficacité allemande commença à s'effondrer. Ce n'étaient plus les conquérants de 1941. C'étaient les survivants d'un empire qui commençait à se fissurer. Politiquement, la bataille du Dniepr envoya également un message clair aux alliés occidentaux. L'Union soviétique ne se contentait pas de résister, elle avançait. À Téhéran, Staline allait exiger avec plus de véhémence l'ouverture d'un second front, arguant que le front oriental supportait le poids principal de la guerre contre l'Allemagne. Churchill et Roosevelt prirent note. La planification du débarquement en Normandie s'accéléra. La victoire sur le Dniepr renforça également le rôle de l'Ukraine comme noyau du conflit à l'Est. Terre fertile, industrialisée, stratégique par ses routes et sa position, l'Ukraine devint l'axe de la lutte. Sa reconquête, bien que partielle en 1943, marqua le début d'une campagne qui culminerait avec la libération totale du pays en 1944. Kiev, Poltava, Dnipro, Jitomir, Tcherkassy, Kharkiv, toutes furent témoins de l'effondrement du rêve de domination nazie à l'Est. Pour des millions de civils ukrainiens, l'offensive fut un mélange de libération et de traumatisme. La retraite allemande laissa des villes en ruine, des récoltes détruites, des fosses communes découvertes et des mines semées sur les chemins. Mais elle signifia aussi la fin des exécutions sommaires, des camps de travail, du pillage systématique. La population sortit des caves, des forêts, des cachettes souterraines pour saluer les soldats soviétiques avec des larmes, des fleurs et des promesses de reconstruction. Et pour les soldats qui avaient traversé le Dniepr, chaque pont posé, chaque camarade tombé, chaque pas vers l'ouest était un rappel que la guerre n'était pas encore terminée, qu'il restait de nombreuses batailles. Mais quelque chose avait changé. La Wehrmacht n'avait pas seulement été vaincue sur le terrain, elle avait perdu l'initiative. La guerre était terminée, ce n'était qu'une question de temps.